Saïd a reçu le chef de la diplomatie saoudienne, Faisal Ben Farhan Al Saoud. Au menu des échanges, les questions régionales dans le conflit libyen, le point dans cette édition. Au Mali, le Premier ministre Boubou Cissé a appelé les dirigeants du M5 RFP à intégrer le prochain gouvernement d'union. C'était lors d'une réunion avec son équipe restreinte de 6 ministres formés dans le contexte de la crise. Et puis, Laurent Gbagbo demande aux autorités ivoiriennes un passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien est en liberté conditionnelle à Bruxelles après son acquittement par la CPI. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Tunisie, le président Kaïs Saïed a reçu le chef de la diplomatie saoudienne, Faisal Ben Farhan Al Saoud, au palais présidentiel. Au menu des échanges, les questions régionales dans le conflit libyen. Des discussions au cours desquelles le ministre saoudien des Affaires étrangères a salué la convergence de vues entre leurs deux pays sur les défis auxquels la région est confrontée. Reportage. En visite à Tunis, le chef de la diplomatie saoudienne Faisal Ben Farhan Al Saoud a rencontré le président tunisien Kaïs Saïed, avec qui il a eu des discussions sur les questions régionales dans le conflit libyen. À l'issue de cette audience, le prince Faisal a salué la convergence de vues entre la Tunisie et l'Arabie saoudite concernant les défis auxquels la région est confrontée. Nous avons trouvé une grande convergence entre les positions du royaume saoudien et de la République tunisienne concernant les nombreux défis auxquels cette région et le monde arabe sont confrontés, notamment sur la situation en Libye, sur laquelle nous nous sommes mis d'accord sur l'importance d'une solution interlibyenne menant à un règlement pacifique qui engendre une stabilité dans le pays et le protège des interventions étrangères et du terrorisme. La veille, le ministre saoudien s'était déjà rendu au Caire, l'un des appuis du maréchal Khalifa Haftar, où il avait assuré que le royaume apportait son appui complet à la position égyptienne en Libye lors d'un entretien avec son homologue Sameh Choukri. Avant la Tunisie, le chef de la diplomatie saoudienne, le prince Faisal Ben Farhan Al Saoud, s'est également rendu à Alger, où il a été également question du conflit libyen. En bref, au Tchad, un homme muni d'un couteau a été tué ce mercredi par des soldats devant le palais présidentiel à N'Djamena. D'après le premier substitut du procureur de N'Djamena, l'individu en question s'est présenté aux environs de 10 heures avec un couteau à la main devant le portail, voulant forcer l'entrée et les gardes lui ont tiré dessus. La victime, qui a reçu 2 balles, est décédée des suites de ses blessures. Cet incident survient 2 semaines après la mort d'un autre homme dans les mêmes circonstances. En effet, le 16 juillet dernier, un homme présenté comme un déséquilibré muni d'un couteau avait aussi été tué par balle par les gardes du palais. Au Mali, le Premier ministre Boubou Cissé a appelé les dirigeants du mouvement d'opposition M5 RFP à intégrer le prochain gouvernement d'union nationale. C'était lors d'une réunion avec son équipe restreinte de 6 ministres formés dans le contexte de la crise tel que recommandé par la CEDEAO. Voici les images. Afin de contribuer à résoudre la crise sociopolitique qui ébranle le Mali depuis juin, le Premier ministre Boubou Cissé a lancé ce mardi un appel aux dirigeants du mouvement d'opposition M5 RFP pour qu'ils intègrent un gouvernement d'union nationale où ils sont attendus et même fortement désirés. Il a lancé cet appel après la première réunion de son gouvernement restreint mis en place ce lundi soir. Et je voudrais en profiter pour lancer un appel sincère à nos sœurs et à nos frères du M5 RFP et d'autres regroupements. J'aimerais dire ici, et en cela, chacun des membres du gouvernement me rejoint en cela, j'aimerais dire qu'ils sont attendus et même fortement désirés dans ce prochain attelage gouvernemental qui doit être mis en place incessamment. Nous avons conscience que la valeur ajoutée
de cet exécutif restreint qui a été mis en place est de pouvoir négocier dans les meilleurs délais la sortie de crise dans laquelle nous sommes. Non seulement de régler cette situation de crise-là dans les meilleurs délais, mais d'aller très rapidement également vers la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Après cette réunion avec les membres de son équipe, Boubou Cissé s'est rendu chez l'influent imam Mahmoud Diko, à qui il a demandé de s'impliquer pour que le mouvement d'opposition M5 RFP rejoigne un gouvernement d'union nationale. Reconduit dans ses fonctions le 11 juin par le président Ibrahim Boubacar Keïta, le chef du gouvernement malien a constitué un cabinet composé de 6 ministères régaliens qui a pour première mission de former un gouvernement d'union nationale. Laurent Gbagbo demande aux autorités ivoiriennes de lui établir un passeport pour entrer en Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien est, rappelons-le, en liberté conditionnelle à Bruxelles après son acquittement par la Cour pénale internationale. Des précisions à travers cet élément. Dans un communiqué rendu public ce mardi, Maître Abiba Touré, l'avocate de Laurent Gbagbo, a indiqué qu'après plusieurs demandes infructueuses d'établissement de passeport diplomatique auprès du ministère des Affaires étrangères à Abidjan, l'ancien président s'est déplacé auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour introduire une demande de passeport ordinaire et de laisser-passer. Le président Laurent Gbagbo compte sur la bonne volonté des autorités ivoiriennes afin qu'il lui soit remis son passeport ou un laisser-passer pour lui permettre de retourner dans son pays, la Côte d'Ivoire, poursuit l'avocate. En effet, à l'issue de son acquittement le 15 janvier 2019 et de la levée des conditions restrictives le 28 mai 2020, il est plus que temps pour le président Laurent Gbagbo de rentrer chez lui, conclut-elle. Le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire revêt un enjeu politique majeur à 3 mois de l'élection présidentielle. Son parti, le Front populaire ivoirien, le presse en effet de se présenter au scrutin. Le gouvernement ivoirien n'était pas joignable dans l'immédiat pour commenter le communiqué de l'avocat de Laurent Gbagbo. La CPI, qui a acquitté les chefs de l'état de crime contre l'humanité, a refusé une demande de liberté sans condition présentée par Laurent Gbagbo. Elle a cependant assoupli les conditions de sa liberté conditionnelle, l'autorisant à quitter la Belgique où il était assigné à résidence depuis son acquittement, mais à condition que tout pays dans lequel il souhaite se rendre accepte au préalable de le recevoir. En Ouganda, le président Yoweri Museveni est candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle prévue en 2021. Il a été officiellement désigné par son parti, le Mouvement national de résistance NRM. Voici les détails. Au pouvoir depuis 1986, le président ougandais Yoweri Museveni a été officiellement désigné par son parti, le Mouvement national de résistance, comme son candidat aux élections présidentielles de 2021. Mais sa candidature devra encore être approuvée par la commission électorale du pays en novembre prochain. S'il se présente et gagne, Yoweri Museveni sera au pouvoir pendant 5 autres années. Bien que les autres partis n'aient pas encore officiellement annoncé de candidat pour les élections de janvier, son principal adversaire sera probablement le musicien et homme politique Robert Kyagulanyi. Plus connu sous le nom de Bobi Wine, ce dernier semble séduire les jeunes électeurs. En 2017, le parti au pouvoir a fait usage de sa position dominante au Parlement pour voter massivement en faveur de la suppression de la limitation des mandats présidentiels. Cette situation avait amené les opposants à déclarer que Yoweri Museveni avait ainsi eu la chance de devenir président à vie. Le mois dernier, le corps électoral a annoncé que les élections auront lieu en janvier 2021, mais sans rassemblement de campagne en raison de la pandémie de coronavirus. Des campagnes seront menées en ligne et par le biais de la radio et de la télévision, a-t-il déclaré. La radio est la forme de médias la plus accessible en Ouganda.
Une cérémonie funéraire a été organisée au stade national de Dar es Salaam pour rendre hommage à Benjamin Mkapa, ancien président de la Tanzanie, décédé d'un arrêt cardiaque. Benjamin Mkapa a été à la tête du pays pendant une décennie, de 1995 à 2005. Nous sommes profondément attristés par la mort de l'ancien président Benjamin William Mkapa. Son décès est une grande perte non seulement pour sa famille, mais aussi pour d'autres pays d'Afrique de l'Est, la région des Grands Lacs et l'Afrique tout entière. Je me souviendrai toujours de Benjamin Mkapa pour ses efforts visant à promouvoir une croissance économique inclusive et une transparence au sein de notre pays. C'était un homme du peuple. Il n'a jamais discriminé qui que ce soit. Il aimait tout le monde. Que son âme repose en paix. C'est une grande perte pour beaucoup d'entre nous, car Mkapa était un grand leader et il a beaucoup fait pour cette nation, notamment en construisant des infrastructures. Sa mort a donc choqué la plupart des Tanzaniens. Nous n'étions même pas conscients qu'il était malade. Nous l'avons vu il y a quelques jours à Dodoma avec son collègue, l'ancien président, et il semblait en bonne santé lorsqu'il est rentré à Dar es Salaam, mais il est décédé subitement. Nous remercions Dieu. Sévères restrictions de déplacement touchant 8 villes marocaines, parmi lesquelles Marrakech et Casablanca, face au risque de propagation du coronavirus. Ces mesures ont provoqué des scènes de chaos, embouteillages géants sur les routes et gares prises d'assaut. Le constat est préoccupant. Reportage. La décision éclair des autorités marocaines d'introduire de sévères restrictions de déplacement dimanche soir, touchant 8 villes, a rendu le trafic pénible. L'annonce de ces restrictions au déplacement via un communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur et de la Santé, 5 heures avant la prise d'effet dimanche à minuit, a provoqué plusieurs accidents de la route selon des médias locaux. Les mesures de dernière minute ont aussi suscité des flots de réactions, de déception sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Santé a dit comprendre la colère de tous, mais a rajouté que les autorités n'ont pas le choix. Aussi, la situation épidémiologique au Maroc est inquiétante avec une hausse du nombre de décès et des cas graves. Le pays a en effet enregistré en une semaine plus de cas de contamination qu'en 4 mois, d'après le ministre. Ces derniers jours ont été marqués par un nombre record de contaminations, 811 samedi et 633 dimanche. Au total, 20 887 cas ont été officiellement enregistrés, dont 316 décès. La fermeture jusqu'à nouvel ordre des 8 villes qui réunissent plus de la moitié de la population du pays a été décidée en raison de la hausse considérable des cas de contamination à quelques jours de l'Aïd al-Adha, la grande fête musulmane du sacrifice prévue vendredi et traditionnellement marquée par des réunions familiales. Les nouvelles restrictions ont été prises au regard du non-respect par la majorité des citoyens des mesures de prévention. Les peines vont jusqu'à 3 mois de prison et ou jusqu'à 1300 dirhams d'amende. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.